Donc, on vous remercie pour votre support. Si vous êtes là, c'est que vous supportez le projet Aibo Post. On a commencé il y a 5 ans. On a commencé comme une plateforme de blogging au départ. Aujourd'hui, on a des journalistes qui travaillent sur l'actualité, qui produisent du contenu décliné sur nos plateformes Internet, réseaux sociaux et sites Internet. Des journalistes qui font un travail spécial, un travail apprécié. Des journalistes que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Donc voilà, rapidement, je passe la parole à Youssoufa, comme j'ai dit, et ensuite on fera place à la suite du programme. Applaudissez encore une fois, mesdames et messieurs, Youssoufa, qui a accepté de venir fêter avec Aibo Post. Merci beaucoup, merci. Ouais, le micro, normalement, c'est mon instrument, donc il devrait être de mon côté, contrairement à toi, où ça te lâche. Vous m'entendez bien, il n'y a pas trop de basse ou tout ça. Vous avez besoin du micro, ça. Je suis ravi d'être là parmi vous. Alors quand je dis parmi vous, c'est pas seulement dans le cadre prestigieux du Marriott aujourd'hui pour cette conférence et ce talk. D'une manière générale, je suis ravi de me retrouver en Haïti pour plusieurs raisons, pour des raisons de vie, en tant qu'accomplissement en tant qu'homme, accomplissement en tant qu'artiste, parce que j'ai pas mal de public qui me parle venant d'Haïti, et ça m'a toujours interrogé. Beaucoup de presse et de radio que j'ai pu faire lors de mon séjour ici, je suis là depuis 3 jours, me pose comme ça cette question-là, de quel est le lien qui te lie à Haïti, pourquoi Haïti semble t'apprécier autant, et pourquoi toi tu sembles apprécier Haïti autant, alors que moi-même, je me suis posé la question souvent, parce que pourtant, à ce que je sache, j'ai pas de compte en banque ici, j'aurais bien aimé, j'ai pas de maison, j'ai pas de femme cachée, ni d'enfant caché ici. Mais il y a quelque chose alors qui a trait forcément à l'identité noire, forcément parce que les Haïtiens de la diaspora que j'ai pu rencontrer en France sont des gens qui me rappelaient plus encore les Africains, parce que moi j'ai grandi et je suis né et j'ai grandi à Kinshasa, et puis ma mère est sénégalaise, en tout cas j'aurai l'occasion d'en parler, mais j'ai une identité africaine un peu plurielle. Mais les Haïtiens qui étaient, moi en fait avant d'arriver en France, je ne vais pas mentir, je ne savais même pas ni que l'Haïti existait, ni qu'il y avait des Haïtiens. Donc ça sert à ça aussi, le brassage. Et en fait, je me disais, c'est bizarre, ces gens ressemblent encore plus, portent encore plus l'identité de mon continent que des gens des fois qui m'entourent, ou même que moi-même parfois, surtout la diaspora africaine, des fois quand on est dilué en France, du coup on perd un peu de ça. En tout cas, bref, il y a ça qui me lie un peu à la culture haïtienne, sans être venu ici. Et il y a forcément un autre truc qui me lie à Haïti, où là je me dis, parce que des gens m'ont fait remarquer, mais pourquoi tu en parles aussi souvent? Je dis, non, j'en parle pas aussi souvent. Et on m'a sorti un article, regarde, là t'en parles, là t'en parles, là t'en parles, là t'en parles, là t'en parles. Je me suis dit, je leur dois de l'oseille ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, il doit y avoir quelque chose de spirituel qui me dépasse. Peut-être aussi que je vais en avoir les réponses en étant ici. Et je parlais de ça parce qu'en arrivant ici, du coup, je remarque, presse, médias, ou même des gens que je croise de manière anodine, dans la manière dont qu'ils ont d'apprécier mon parcours, de m'apprécier, on va dire ça comme ça. Il y a ma musique qui compte, j'espère un tout petit peu quand même, parce que j'ai fait 5 albums qui m'ont fait souffrir, j'espère qu'ils en ont écouté un peu quand même. Mais au-delà de ça, une chose revenait souvent, c'est par rapport à mon parcours en fait. Ouais, et les gens connaissent beaucoup mon parcours ici. En France, les gens s'y intéressent. En Afrique, encore un peu plus. Mais ici, vraiment beaucoup. Et ça m'a interrogé. Et voilà, souvent, les gens savent par quoi je suis passé, quelle famille j'ai eu à fonder, quels ont été les moments un peu compliqués de mon parcours musical et même parfois humain. Donc je me suis dit, mais pourquoi tout ça vient là? Et j'ai commencé à avoir un début de réponses. J'ai pas toutes les réponses, mais ça tombe bien qu'on ait ce talk-là, parce que là, je fais un peu mon monologue, mon MC qui monopolise le micro, mais le but, ça sera aussi d'échanger. Mais je commence à avoir des débuts
des débuts de réponse quand je m'y interroge. Et puis plus tard, vous me direz peut-être ce que vous en pensez. Il y a quelque chose qui a trait à l'identité que je suis censé défendre dans un contexte comme la France. Je vais un peu simplifier, je vais un peu... Parce que voilà, j'ai pas un langage de chercheur non plus, donc du coup je vais aller des fois un peu vite, mais vous allez comprendre les raccourcis. Dans un décor français, les gens d'ici ont eu l'air de comprendre que je me trouvais sans doute, ma famille et moi, dans ce que je raconte dans mes chansons notamment, dans une situation chaotique, c'est-à-dire qu'on est des Africains immigrés qui venons chercher une vie meilleure en métropole, ce qu'on appelle communément la métropole, mais nous on appelle ça la France. C'est génial, la France. Et on est venu pour une vie meilleure, pour les études, en l'occurrence pour moi et ma famille. Mais on avait tout qui a été de l'autre côté, c'est-à-dire que voilà, on est africain, il y a ce nom qui s'appelle Youssoufa. Donc moi quand je suis arrivé en France, c'était dur de prononcer mon prénom. J'ai entendu Youssafa, Mustapha, Falafa, bref. Comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, pourquoi je ne m'appelais pas David ou Franck, comme ça serait plus facile pour tout le monde. Bref, on passe aussi à côté de ça les quartiers. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion déjà de vivre ou de venir juste en séjour en France. On va dire que, moi je dis souvent, ça, dans Espérance de vie, je dis ouais, si ce pays est beau, va dire ça aux gens de Montfermeil. Parce qu'effectivement, la France c'est génial, mais c'est pas génial pour tout le monde en fait. Sinon, habiter dans le centre-ville de Limoges, c'est génial. Avoir la vie des enfants de Nicolas Sarkozy, c'est génial. Habiter à Montfermeil, c'est un peu plus compliqué. Habiter à Sevran ou à La Courneuve, c'est un peu plus compliqué. Donc dans mon parcours, il y a de tout ça. Tu rajoutes les origines, tu rajoutes le prénom, tu rajoutes la situation géographique, tu rajoutes que moi j'ai perdu ma mère tôt et donc du coup j'étais élevé par ma tante qui elle-même avait des enfants. Donc c'est une famille monoparentale avec une maman toute seule, en tout cas ma tutrice toute seule et plusieurs enfants. Bref, tout était compliqué. Et même si après pour mes études j'ai décidé de me battre, disons que voilà, courageusement j'ai choisi de devenir rappeur, ce qui n'aide pas dans l'intégration sociale en France. Donc tout ça là faisait de moi quelqu'un, forcément, d'en marge. En tout cas, je cochais toutes les cases de la marginalisation. Et bien entendu, parce que je suis un être humain, j'ai un cœur, j'ai une sensibilité, et puis voilà, moi j'ai eu du mal à m'intégrer, ça a pris beaucoup de temps et tout, parce que je ne comprenais pas pourquoi on vivait comme ça, alors qu'en Afrique, on ne vivait pas si mal. Parce que moi, même si je vivais dans un quartier populaire en Afrique, finalement, c'était pas si mal. Mais j'étais parti tôt, et nos parents ont dû prendre sans doute peut-être la bonne décision parce qu'ils disaient par rapport aux études. Mais bref, arrivé, tu connais comment on est dans les familles africaines. Oui, quand je dis africaines, j'inclus aussi les Haïtiens. Quand tu sais comment on est dans les familles africaines, on ne transmet pas ce genre de choses. Donc on est venu en France, on ne nous a pas demandé notre avis. Et il se trouve que on est là et on ne comprend pas pourquoi les choses tournent mal et puis que nos conditions de vie sont compliquées et qu'on est stigmatisé. Et on décide de faire du rap. Et malheureusement, les complexes ont la dent dure. C'est-à-dire qu'au fait, on se dit, on a le mauvais prénom, mauvaise couleur, mauvaise situation géographique. Et moi-même, en plus, moi, je viens du Congo, tu sais. Quand je disais, ah, tu viens d'où? Tu dis, tu viens du Congo. Ah, Tintin au Congo, Tintin. Oh là là. Je me disais même, pourquoi je ne suis pas un truc que les gens connaissent? Peut-être, je devrais dire Cameroun ou au Sénégal. Bref, tout pour me rattacher. Bref, rien n'allait. Je vous passe des épisodes, parce que mine de rien, sinon on va y passer la nuit, mais bon. En fait, ce que j'essaie de vous raconter, c'est comment on retourne ces complexes en atouts. Et puis à un moment, à force de me complexer, tu commences à douter et tu commences à construire ta vie à l'envers. Même dans ma manière de faire mon rap, même dans la manière d'organiser ma vie, je le pensais à l'envers. Je pensais pour que ça rentre dans une espèce de compromis avec l'environnement. Et ce qui est normal, c'est comme ça qu'on réagit généralement quand on se sent en adversité avec le monde qui nous entoure. Et jusqu'à ce que je réalise, par rapport à beaucoup d'épisodes, il y a des gens de mon équipe, Boma et Musique, et même s'il y a des choses qui sont passées de la vie personnelle, je vais prendre le prisme musical pour que vous compreniez mieux, jusqu'à ce que je me rende compte que chercher des compromis, c'est finalement essayer de revendre de l'eau tiède et en fait, ça ne sert à rien. Tu vois,
c'est pas une question d'être radical ou de chercher une radicalité. Moi, j'ai pas besoin de chercher la radicalité. Je trouvais que j'étais déjà un gars plutôt sympa. Voilà, je suis pas relou, je suis pas chiant. J'essaie de comprendre, j'essaie d'échanger. Si en plus on me demande de trouver des compromis, de me compromettre, je trouvais ça lourd et humiliant. Et du coup, ça a été rabaissant. Et même dans notre parcours dans le rap, on était dans une maison de disques qui avait pignon sur rue, qui nous accueillait bien, qui nous accueillait bien, qui donnait l'impression qu'on était des gens intégrés, parce qu'en fait, voilà, et tout, Youssoupha, c'est le nouveau MC Solar. Mais malgré tout, il y avait toujours un truc qui allait pas sur certains positionnements. C'était le cas, par exemple, sur le premier album. Moi, je voulais, après mon premier album, Négritude, on m'a dit, tu sais, si tu veux devenir le nouvel MC Solar, c'est compliqué avec un titre comme ça. Et sur le moment, je me disais, peut-être, peut-être c'est trop fort. Pourtant, au fond de moi, pour moi, je faisais pas de mal, en fait. C'était une affirmation de moi. Quand j'appelle un album Négritude, c'est pas subitement je vais sortir dans la rue et je vais couper des têtes à des blancs sur les Champs-Élysées, en fait. C'était pas du tout mon intention. Oui, je vous rassure, c'était pas mon intention. Mais voilà. Et puis, malgré tout, malgré les compromis qu'on fait, malgré les efforts pour aller vers les autres, on se rend compte que, j'allais dire, on n'est pas récompensé. Au fond du fond, c'est pas de la récompense qu'on cherche. En fait, ça nous élève pas, et en fait, les gens ne nous défendent pas plus que ça. Au final du final, moi, j'aurais quand même perdu mon contrat en maison de disque, et ça n'aura pas aidé mon émancipation en tant qu'homme, ni en tant qu'artiste, à avancer plus vite, de faire ces compromis-là. Parce que j'avais nourri les complexes et je cherchais à les atténuer. Et puis du coup, au moment où j'ai à un moment tout perdu, parce qu'il y a eu une période où c'était très compliqué, plus de maison de disques, j'avais beaucoup misé sur la musique et sur tout ce sur quoi on s'était investi, j'ai décidé de passer dans un truc, dans un mode où justement on va transformer les complexes en atouts. Parce que ça a toujours été mon conviction autour de moi, au fond de moi, mais bon, peut-être que je n'ai pas osé le porter jusqu'au bout. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a tout changé. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon nom d'artiste, c'est vrai que ça a été Youssoupha assez tôt, mais je me disais, waouh, c'est bizarre, Youssoupha, comme ça, les gens ils savent. Et du coup, j'ai décidé, voilà, on va faire l'Olympia. Ça, c'était ma manière de décomplexer. Puisqu'on m'a complexé sur mon prénom tout le temps, je vais prendre un symbole de la France, genre Edith Piaf, tout ça, là. Moi, je vais mettre Youssoupha dans la gueule des gens, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a décidé, alors qu'on n'avait pas d'oseille, de faire l'Olympia. Parce que j'avais envie de faire un concert, mais parce qu'aussi, je voulais que sur les grands boulevards, on voit ma gueule et surtout mon nom. Et donc, les gens qui passent sur le trottoir, ils ont qu'à mal prononcer, tant pis pour eux. Après ça, comme on n'avait plus de maison de disques, on a décidé d'en monter une. On nous avait dit que c'était interdit. Donc on en a monté une. Et puisqu'il a fallu trouver un nom, j'ai décidé que ça s'appellerait Bomae Music, avec mes associés, Lassana qui est là et Philo qui est celui qui croit en moi depuis le début. Et du coup, Bomae Music, c'est imprononçable, ça veut dire quoi? Ça veut dire tue-le, en quoi? En lingala, c'est des sauvages, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais j'ai dit, mais perdu pour perdu, en fait. Et on me disait, mais ça ne peut pas marcher, c'est pas une mécanique, ça ne peut pas marcher. J'ai dit, mais le but, c'est pas que ça marche, le but, c'est que ça s'affirme. Le but, c'est que je m'épanouisse dans ça. Parce qu'en fait, quand je cherche à vendre de l'eau tiède en permanence, en fait, on se rend compte que, comme l'expression le dit, on ne va pas réinventer l'eau tiède. Donc je préfère faire un truc chaud qui brûle les gens, ou alors froid qui les frigorifie, mais qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose, même pour moi, avoir l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc le complexe du prénom, Youssoupha, on l'a mis sur l'Olympia. Le complexe de la congolisation, on l'a transformé en Bomae Music, qui veut dire tue-le. En fait, c'était les références à Mohamed Ali, qui avait fait un combat à Kinshasa en 1974, qui est considéré comme le plus grand combat des poids lourds de l'histoire de la boxe. Ça venait de mon pays, donc en fait, on avait des choses à faire valoir. Donc on a décidé de le placarder. Et puis, il y a pas mal de complexes comme ça qui sont venus. À ce moment-là aussi, il y a l'album Négritude aussi qui est sorti. Parce qu'au fait, j'étais là, je disais, mais le premier album, peut-être on ne l'a pas appelé Négritude, mais tu sais quoi, on va en sortir un qui va s'appeler Négritude. Et en plus, à ce moment-là, ça marchait bien pour moi. Ça marchait vraiment bien. Parce que bizarrement, je le dis en plus dans un morceau, depuis que je n'ai rien à perdre, je ne fais que gagner. Ah ouais.
toi, tu vas prendre ma place au concert, ça va aller vite, toi. Euh, c'est exactement ça qui s'est passé. Et on m'a dit, mais puisque tout se passe bien, pourquoi tu vas appeler un album Négritude? Tu sais, les gens, ils vont te confondre avec Dieudonné. J'en ai rien à foutre de Dieudonné. Je suis pas Dieudonné. Voilà quoi, tu vois, je vais pas avoir peur parce que Dieudonné fait ses conneries. Moi, je vais pas me liquifier par rapport à ça. Donc, on a décidé d'appeler cet album La Négritude. Et tous ces complexes, j'en résume, mais il pourrait y avoir encore plein d'anecdotes par rapport à toute cette période-là. Et tous ces complexes sur l'identité. J'ai pris le prisme musical, mais ça aurait pu valoir sur beaucoup de choses. Euh, tout ce prisme musical euh, sur ces complexes-là, qui étaient censés être des choses qui nous rabaissent, ben en fait, c'est devenu presque ma prime à moi. C'est presque la raison pour laquelle les gens viennent dans mes concerts, me reconnaissent, me suivent sur Instagram ou sur Facebook, regardent mes vidéos sur YouTube ou à la télé, viennent dans mes concerts ou alors me connaissent dans des pays qui sont à des milliers de kilomètres comme du mien, comme c'est le cas quand je vais en Haïti, comme c'est le cas quand je vais en Colombie, comme c'est le cas quand je vais en Afrique du Sud. Et, et du coup, on a des retournements de situation, tu vois. Du coup, moi, je me retrouve des fois à faire des concerts, moi, je sais pas, à Limoges. Et avant que je rentre sur scène, les gens écrivent Bomaye, Bomaye, Bomaye. Alors qu'on me disait, tu sais, avec ça, bon, ça terminera nulle part. En fait, les gens en France ne comprendront pas. Mais je crois que les gens en France, en fait, ils s'en foutent. Les gens en France, ou ailleurs d'ailleurs, ils ont besoin juste que ce soit vrai. Et ils ont besoin que ton parcours les inspire. Et que savoir par quoi tu es passé, tu vois, quels ont été tes struggles, tu vois. Peu importe. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment caricatural parce que j'ai grandi dans un bidonville de Kinshasa et les quartiers français et trucs. Bon, moi, c'est compliqué. Je vous souhaite quand même une vie un peu plus calme. Voilà. Mais ça peut passer par là aussi. Je pense à un truc, rien à voir aussi, mais c'était toujours par rapport à ça. Moi, j'étais banlieusard. Je ressemblais à un banlieusard parce que quand tu es noir en France, bah, tu es banlieusard. Hein. On me disait, on avait toute la tête rasée. Et puis à un moment, moi, j'ai dit, ouais, moi, je vais me laisser pousser les dreadlocks parce que j'en ai marre. Parce qu'en fait, ça me casse les couilles un peu de ressembler à ce à quoi je dois ressembler. Tous mes potes, on est tous la tête rasée, on dirait tous les mecs du même gang, de tous les quartiers, etc. Mais tout en respectant les autres. Mais c'est juste que c'est mon délire. Et pareil, on m'a dit, ouais, mais ça fait fumeur de ganja, tu sais pas, etc. Le pire, c'est que j'ai jamais fumé, la honte. Tu vois ce que je veux dire? Je devrais peut-être me rattraper. Mais pour l'instant, j'ai les locks. Et oui, et puis quand j'ai laissé pousser les cheveux, pareil, les gens me retenaient par rapport à ça. Parce qu'ils disaient, ouais, même s'ils ne connaissent pas, ouais, c'est le petit là qui rappe avec les dreadlocks et tout ça là. Ah ouais, lui, je l'aime bien ou quoi que ce soit. Mais ça a fait ressortir mon identité. Et, et du coup, c'est ça que je veux dire. En l'occurrence, là, je le retrouve à Haïti parce que les Haïtiens me l'ont fait ressentir. Mais les gens, la musique, c'est très important. J'imagine que si je faisais de la musique de merde, le frère, il connaîtrait pas mes paroles. Mais j'imagine que je fais de la musique pas trop mal pour qu'il connaisse et qu'il s'attache à mes paroles. Mais autour de ça, je pense qu'il y a aussi des gens qui s'attachent au parcours des gens. En l'occurrence, nous les musiciens, on le voit beaucoup, c'est une chose, quand on est acteur, musicien ou personnalité publique. Mais les personnalités qui peuvent vous inspirer peuvent être de tous les domaines. Ils peuvent être médecins, ils peuvent faire de la sécurité, ils peuvent être taximan, ils peuvent être vendeurs au marché ou commerçants. Mais ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse chez les gens, c'est leur parcours et ce par quoi ils sont passés pour devenir ce qu'ils deviennent. Alors effectivement, quand ils s'en sortent et quand ils sortent par la grande porte, c'est encore plus beau. Mais même quand ils ne sortent pas par la grande porte, on a quelque chose à retirer de leur identité, comment ils l'ont défendu. Comme je dis un peu dans Entourage, j'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Ah ouais, toi tu vas vraiment prendre le micro, toi. Ils doivent. et, euh, et voilà, et c'est très important. Et j'ai encore, vraiment pour finir sur ça, j'ai encore l'impression, parce que des fois on l'oublie, on est dans notre vie, et c'est génial, on est là, truc et tout, et on l'oublie. Et quand je viens ici, ben, du coup, ça me le rappelle. Ça me le rappelle ça, que les gens s'attachent à mon parcours, à celui de mon fils parce qu'il s'appelle Malik, à celui de ma fille parce qu'elle s'appelle Imani, parce que j'y ai tenu, à celui de mon père parce que ça a été compliqué et que c'est compliqué pour beaucoup de gens avec leur père. Et puis plus tard, ça a été plus simple. Et puis j'ai fait les disques de mon père pour réconcilier mon père et mon fils et moi-même.
et que c'est pas l'histoire de Youssoupha à travers ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens par rapport aux histoires de famille, parce que les familles, c'est jamais facile. On croit que la sienne, c'est difficile. Non, ce n'est jamais facile. Et voilà, on se construit à travers ça. Donc si jamais, à mon petit niveau, mon parcours peut inspirer des gens qui, et je le souhaite, surtout les jeunes gens, je les souhaite me dépasser bien, bien, bien au-delà, parce que ça, tout l'intérêt, c'est quand même d'aller encore plus loin, s'inspirer d'un parcours, mais d'aller encore plus loin. J'en suis fier. Si jamais c'est des gens autour de moi, j'en suis très fier. Parce que mon petit frère, il est dans la salle, et lui aussi, je sais que je l'inspire. Mais ça devient encore plus magique quand c'est le cas de gens qui ne sont pas spécialement mes petits frères de sang, mais qui sont mes petits frères ou mes petites sœurs de connexion psychologique. Et même quand je dis petits frères, non, même les grands peuvent m'en inspirer. Parce que moi, il y a des jeunes gens qui ont 10 ans de moins que moi, mais qui peuvent être inspirants et leur parcours me sert de lumière et de torche aussi. Donc, c'est l'effet papillon, exactement. En tout cas, voilà. Sachez que je suis fier d'inspirer, fier d'avoir transformé mes complexes en atouts. Et du coup, ça me rend plus heureux. J'ai choisi d'être heureux et non plus d'avoir raison désormais. Et fier d'avoir transformé ces complexes en atouts, fier d'inspirer des gens, ceux qui m'envoient des messages sur les réseaux, ceux que je rencontre dans ma vie normale, ceux que je rencontre ici, dans cette salle ou ailleurs. Et puis au final, fier que vous aussi, vous m'inspiriez, parce que justement, en échangeant et en traversant des pays comme le vôtre, vos parcours ou les échanges que j'ai avec vous m'inspirent aussi et m'aident à être un peu moins con. Merci. Je vais quand même te demander de revenir sur un certain nombre de choses que tu as évoquées, parce qu'il faut quand même qu'on me paye pour ce que je fais là. Bien sûr, bien sûr. Mais que fais-tu là d'ailleurs? Je me le demande moi-même. Tu as parlé d'Haïti dans ta musique. Haïti, tu n'as jamais mis les pieds dans ce pays jusqu'à aujourd'hui. Que représente ce voyage pour toi? Est-ce une façon pour toi de te dire, ce pays que je connais de culture, ce pays dont les artistes me marquent, ma connaissance de ce territoire ne serait jamais complète sans ce voyage physique? Ouais, en fait, il y a de ça, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de le dire dans les interviews que j'ai pu faire à gauche, à droite. M'intéresser à Haïti, c'est-à-dire, s'intéresser à Haïti, Wikipédia, ça va 2 minutes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Google aussi, France 24 aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, si je m'intéresse à Haïti, comme ça a pu l'être pour d'autres pays ou d'autres endroits ou d'autres gens, un peu plus tôt dans ma vie, c'est aussi avoir la chance, si c'est le cas, de rencontrer les Haïtiens et partager avec eux. Et notamment, moi, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est que quand j'apprends sur les gens, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me parlent avec leur subjectivité. C'est-à-dire qu'au fait, ça m'intéresse pas, j'exagère. Mais quand je vais à Haïti encore, hein, quand je vais à Haïti, savoir qu'il y a ce nombre précis d'habitants à la virgule près, que le climat est comme ça en février et qu'il est comme ça en novembre. Finalement, je vais pas faire votre météo, hein, tu sais, je suis pas climatologue, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens me donnent leur subjectivité, ce qu'ils aiment dans leur pays, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils vivent pas, s'ils aiment danser, s'ils aiment lire, s'ils sont des références, si jamais qu'est-ce qui les intéresse dans ce qu'ils voient du reste du monde. Enfin voilà, avec leur subjectivité, avec leurs erreurs. Je veux pouvoir ne pas être même d'accord avec eux. C'est pas, mon but, c'est pas de les aimer pour les aimer parce qu'ils correspondent à un prototype que moi-même j'aurais créé par rapport à mon fantasme. J'ai besoin que les gens soient pleins. Peut-être aussi parce que je viens du Congo et qu'on est un peuple, si tu n'aimes pas les excès, tu vas nous détester, parce qu'on est excessif comme pas possible, tu vois. Et du coup, voilà. J'ai l'impression que du coup, aimer Haïti, ou alors j'aurais pu dire ça de la Colombie, j'aurais pu dire ça du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Aimer Haïti, en fait, c'est aimer les Haïtiens. Haïti, c'est bien entendu, c'est un concept, voilà, c'est un pays, c'est une nation, avec l'histoire qui va avec, mais c'est quand même l'histoire des Haïtiens. Et les Haïtiens sont des êtres de chair et d'os et de cœur, en fait. Et ce cœur, il bat.
Et en 2019, il ne bat pas exactement de la même manière qu'il battait dans les années 80 ou dans les années 1800, même si c'est la prolongation de la même culture. J'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin que les gens me montrent que j'ai tort ou alors que j'ai raison, ou voilà, qu'on se crêpe le chignon, qui danse, qui crie, voilà. C'est comme ça que j'apprends à connaître les gens. Et ça, cette expérience-là, vu que j'étais curieux et j'avais de l'intérêt pour ce pays, il n'y avait qu'en venant que je pouvais vraiment m'en rendre compte. Et ouais, je suis en train de le traverser. Là, on est très très calme, mais je sais comment vous êtes en vrai, hein, vous inquiétez pas. Eux, ils sont pas calmes parce qu'ils répétaient Télérix. Eux, ils sont pas calmes, ils montent sur scène avec moi. Justement, tu es un des rares artistes, en tout cas, tu fais partie de ces rares artistes français, étrangers, qui jouissent de la popularité que tu as ici en Haïti. À ton avis, à quoi tu dois cette popularité, ce ferveur? Franchement, les gens vont me le dire petit à petit. J'ai peut-être des indices, mais enfin, moi j'ai peut-être en 10 ans, les 10 dernières années, j'ai dû changer de community manager, de la personne qui s'occupait de mes réseaux sociaux. J'ai dû en changer à peu près 5 ou 6 fois. Généralement, quand je les embauche et qu'ils s'occupent de mon Facebook, de mon Instagram et tout ça, là, après leur première constatation, quand ils étudient un peu mes réseaux, leur premier débrief, c'est toujours il y a un truc avec Haïti ou qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de messages? Pourquoi autant de drapeaux? Pourquoi autant de... Et je dis, moi-même, ça m'échappe. Ma musique a dû toucher des cœurs que je me rends pas compte. Mais je ne sais pas l'expliquer. Peut-être dans les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Mon parcours, ou peut-être la couleur de ma musique. Peut-être aussi il y a beaucoup de... On dit souvent que mon rap est militant, conscient, et qu'ici, il y a beaucoup de jeunes conscientisés ou militants, donc du coup, ils se retrouvent dans les messages. Mais pareil, dans les messages, même si j'évoquais Haïti, c'est pas les thématiques, c'est pas les combats immédiats d'Haïti que j'ai défendus. Mais malgré tout, peut-être, voilà, c'est le concept de convergence des luttes. C'est-à-dire les luttes, les miennes se retrouvent dans les leurs, et du coup, on arrive à tout mélanger. Ça doit être de ça, mais... ça s'explique pas, c'est de la chimie, c'est comme toi quand tu as rencontré ta femme, hein, qu'est-ce que je te dis, c'est coup de foudre, voilà. Tu l'as kiffé, elle t'a kiffé, et le reste ne nous regarde pas. Ah là, ça te fait sourire, là je sens que je t'ai piqué, je sens un petit malaise. Ça commence bien. On va changer de présentateur, je crois. Est-ce que voilà, c'était ce petit moment love. Vas-y. Est-ce que tu connaissais Aibo Post avant? Est-ce que je connaissais Aibo Post? Non, mais j'ai vu... Tu t'es rattrapé depuis, en fait, je ne j'imagine. connaissais pas directement, mais dans ma timeline Twitter, vu que je suis une fille qui s'appelle Fania, j'ai dû voir passer 1 ou 2 fois, mais je ne m'étais pas plus intéressé à ça. Et puis en fait, là, avec le concert, j'ai vu l'étendue de leur travail, j'ai eu l'occasion de visiter leurs locaux, et j'ai vu que c'était une bande de fous comme ça qui ont l'air agités et tout, mais qui sont très sérieux dans le travail qu'ils fournissent. Et j'ai l'impression ils apportent une touche fraîche aux médias, mais en règle générale, hein, même pas seulement aux médias ici, hein. C'est bien, les médias jeunes. Restons sur les médias. À ton avis, quel devrait être le rôle des médias dans une société? Quel doit être leur rôle? Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Je n'essaierai pas y répondre parce que c'est compliqué. Normalement, leur rôle, c'est de transmettre une information factuelle, mais il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut trouver leur modèle économique parce qu'il faut se travailler dans les médias, c'est quelque chose de... embaucher des gens qui soient compétents, qui prennent de leur temps et tout. Il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc en même temps, peut-être faut vendre de la pub, faut vendre du clic, etc. Et du coup, des fois, on se laisse influencer. Des fois aussi, le pouvoir peut passer par là, les classes dirigeantes. On peut avoir des intérêts qui ne sont pas communs avec ceux qu'on défend. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'attends... En fait, moi, j'attends d'un média qu'il dise ce qu'il est. Si c'est un média indépendant, qu'il se contente d'être indépendant. Si c'est un média fun et qu'il est là, moi quand je fais un média et qu'ils me disent ouais, mais tu sais quoi,
on va juste parler de tes baskets et de tes cheveux et on s'en fout, on va pas rentrer dans le fond parce que ça nous intéresse pas. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand un média se prend pour ce qu'il n'est pas. Il y a des médias qui font de la propagande, mais qui se définissent comme indépendants. Là, on a un problème de décalage. Je préfère, moi, je peux faire autant Le Monde, Le Figaro, Aïbo Post que Cyril Hanouna. C'est pas un problème, mais il faut juste que tu saches à quel sein tu vas te vouer, à quel genre de teneur tu vas te retrouver et tout. Une question de transparence au final. C'est une question de transparence sur la vocation. Sur la vocation. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Quelle est la vocation d'Aïbo Post? Ne change pas les rôles. Moi aussi, je peux poser des questions. T'as vu? Voilà. Répondez. Non, je rigole. Revenons à ton enfance. Quel rôle jouait la musique quand tu étais gosse, avant 10 ans, au Congo? Au Congo, le rap n'existait pas. Enfin, il existait quelque part dans le monde, mais pas dans mon pays en tout cas. J'écoutais surtout la musique de chez nous. Les Papa Wemba, les Koffi Olomide, mon papa. Enfin, mon papa, je sais pas si j'écoutais quand même. Parce que pour moi... Quand j'étais petit, c'était un truc de vieux un peu. Donc on écoutait plus les Papa Wemba et tout ça. Là, c'était les gens qui revendiquaient la SAP, la vie à la congolaise vraiment. Et puis la variété internationale, Madonna, Michael Jackson, tout ça, on écoutait beaucoup. Moi, je voulais devenir Michael Jackson, tout ça. Bon, j'ai raté, mais j'ai essayé. Mais c'était ça avant. Le rap, c'est vraiment venu beaucoup, beaucoup plus tard. Je suis pas un enfant du rap, moi, à la base. Ouais, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Je voudrais savoir, quand tu as débarqué ici en Haïti, est-ce qu'il y a des éléments dans l'univers haïtien qui t'ont rappelé ton enfance au Congo? Alors, je ne vais pas dire mon enfance parce que du coup, je repars souvent au Congo et que je vis à Abidjan. Donc du coup, je suis en Afrique très souvent. Et l'environnement m'a rappelé beaucoup l'Afrique. J'ai dit un peu aux gens autour et tout que je disais, waouh, c'est dans l'imaginaire, si tu fais des partitions géographiques dans ta tête, tu peux te dire Haïti va ressembler à la Guadeloupe ou à la Martinique. Mais en fait, non, Haïti ressemble plus à Dakar. Donc du coup, c'est déstabilisant, mais c'est à la fois aussi agréable. L'endroit paraît familier. Et je parle de l'ambiance de la ville. Bon, il y a une spécificité, c'est qu'ici, c'est extrêmement vallonné. C'est-à-dire que voilà, faut pas avoir mal au cœur quand tu es en voiture. Mais sinon ouais, l'environnement m'a rappelé l'Afrique. Et les gens aussi. Les gens, physiquement, des fois, tu te dis, oh, mais il est rwandais, lui, qu'est-ce qu'il fait? Un environnement. Ouais, non, mais ici, il y a des têtes d'Éthiopiens, il y a des têtes de Rwandais, il y a des têtes de Gabonais, il y a des... Non, mais si. Quel Haïtien ressemble à un Haïtien, en fait? On m'aurait arnaqué ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, vous avez juste aménagé des Béninois et vous m'avez menti, quoi. Mais voilà, quoi. Vous ressemblez à des Gabonais, par exemple. Je suis désolé. Tu vois, vous êtes truc, toi, tu ressembles à un Sénégalais. Enfin, tu vois ce que... Limite, je ressemble plus à un Haïtien que vous. C'est grave. Donc, ouais, ça aussi, ça rappelle l'Afrique. Enfin, ça aussi, ça rappelle l'Afrique. Et tu débarques en France à 10 ans pour poursuivre tes études. Ouais. Il y a des dizaines de jeunes Haïtiens qui font exactement le même parcours. Cette France, tu y as été pour la première fois en 1992. On est aujourd'hui en 2019. Tu continues d'y aller pour ton art, pour ta musique. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui a changé de 1992 à aujourd'hui dans cette France? Et... Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai cette chance-là que dans ma génération, tous mes potes, tous les gens que je fréquente, ils sont tous nés en France. Donc du coup, eux, ils ne se rendent pas compte de l'évolution de là où c'est parti jusqu'à ce qu'il ait changé. Moi, le fait d'être arrivé jeune, même si j'étais jeune, j'ai pu constater comment c'était. Eux, ils ne s'en rendaient pas compte, ils sont immergés. Et ce qui a changé pour moi, c'est que avant, les immigrés, et je vais parler d'Afrique noire parce que c'est ce que je connais le plus, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux Maghrébins, voulaient absolument s'intégrer. C'était
le maître mot de leur moteur social, à travers le travail, à travers la culture, à travers l'intégration. Même quand ils étaient stigmatisés, même si on était dans nos ghettos, dans nos HLM, les gens voulaient s'intégrer. La preuve, moi je me rappelle encore quand j'étais petit, on parlait lingala avec mes frères et sœurs et tout. Ma tante elle disait ah non, 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 faut pas parler lingala et tout. Parce qu'elle voulait paraître français en fait. Les gens même... Enfin, moi, je connaissais des Marocains, des Algériens qui mangeaient du porc, des trucs. Enfin, les gens voulaient s'intégrer, les gens voulaient être français. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Et à l'époque, ça m'avait marqué. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est raté. C'est-à-dire qu'au fait, un rendez-vous s'est raté. J'ai l'impression que les institutions françaises, au lieu d'accepter d'embrasser les gens qui voulaient s'intégrer peut-être pour créer une nouvelle histoire, peu importe, ça, c'est pas à moi de juger de ça. Elle a décidé de les sous-intégrer. Je vais inventer un nouveau verbe dans ce cadre-là, mais je trouve que ça illustre bien ce que je veux dire. C'est-à-dire, je les intègre, mais ils sont un peu des sous-français quand même. Ils ne sont pas comme vous, tu vois ce que je veux dire. Et au départ, les parents l'acceptaient un peu, mais il y a eu des générations intermédiaires qui sont allées à l'école, qui se sont ouverts au monde, qui ont voyagé, qui sont allés plus tard sur Internet, qui ont lu, et qui n'ont pas accepté ce pacte-là. Donc qui se sont raccrochés à leurs identités, qui ont fait le chemin inverse, qui sont raccrochés à leur identité d'origine. Et à ce moment-là, les institutions françaises ont dit « Ouais, mais vous vous éloignez, revenez ». C'est un peu ce que je dis dans Entourage. On va rester entre nous. Je dis, t'as vu, je connais moins mes paroles que eux. Je dis, quand les gens sont boycottés, forcément ils se lassent. Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. Bah ouais, bah oui, tu le sais. Forcément. Bah ouais, toi tu t'es pas éloigné, toi par contre. Hein. Mais c'est ça qui s'est passé. En fait, les gens se sont éloignés à force d'être mis de côté. On leur dit, non mais restez de côté, mais restez là quand même. Vous allez être aux toilettes là-bas, mais restez là. Et puis les gens ont construit leur vie en disant, bon, il n'y a pas de problème. Je ne sais même pas, je rentre en rébellion en France, contre la France, pardon. Mais je vais construire autre chose. Et on leur a reproché de construire autre chose. Du coup, on va leur reprocher. Maintenant, il y a des débats en France. Moi, quand je reviens d'Abidjan, j'adore les débats en France. C'est le Burkini. Le Conseil d'État se réunit aujourd'hui pour un maillot de bain. Oh merde. Ouais, c'est incroyable hein, quand même. Ou alors on a des débats. Rachida Dati a donné un nom arabe à sa fille. Comment elle peut faire ça? Tu vois, du coup, ils se rapprochent à des branches qu'il faut. Enfin voilà, parce que les gens, voilà, ils ont dit, ben tu sais quoi, on accepte maintenant, on a des identités plurielles. Et moi. Il y a une chose, souvent, parce que c'est comme ça, on dit souvent, ben, ouais, mais Youss, toi, t'es dur avec la France, t'es dur avec la France, etc. Non, je suis dur sur ce qui se passe de dur, mais il y a plein de choses positives et je tiens à les rappeler. Alors, peut-être qu'effectivement, dans mes morceaux, je suis dur, mais il y a des choses positives que j'ai apprises. Moi, par exemple, la mixité culturelle, les autres cultures, c'est en France. Moi, la première fois que j'ai vu un Algérien dans ma vie, c'est en France. Portugais, c'est en France. Un Haïtien, c'est en France. Donc, ça veut dire que quand même, ben, ce côté cosmopolite, quand même, et quand j'ai appris des autres cultures, j'étais un peu moins con, parce qu'en fait, mine de rien, il n'y a rien de pire que quand tu te ghettoises avec... moi, je suis extrêmement fier de ma culture congolaise, etc. Mais en fait, en vrai, ça m'aurait emmerdé d'être que dans un prisme congolais toute ma vie. En fait, c'est parce que je goûte à ce que les autres proposent que moi, ça m'enrichit, en fait. Moi, j'ai l'impression que les cultures, en fait, elles ne se soustraient pas, elles se complètent. Et du coup, j'en ai plus pour mon bagage et pour mon plateau culturel. Et en fait, ça c'est en France que je l'ai découvert. C'est en France que j'ai découvert que, ah ouais, les autres pouvaient me permettre d'être un peu moins con, de sortir ma tête de mon ghetto. Je ne parle pas du ghetto seulement physique, les bâtiments autour de moi. Je parle aussi dans la tête, en fait. Tu vois des gens différents et du coup, tu dis, ah ouais, cette alternative-là existe. Et je me dis, ben, du coup, ça c'est une chance de ce pays-là. Et en fait, non, ils ne le prennent pas comme une chance, eux. Eux, ils le prennent comme une alerte terroriste. Et je me suis dit, waouh, mince, moi j'aurais... Ah ben merde, vous avez raté une bonne occasion de trucs. Et voilà. Donc du coup, voilà, je prends ça aujourd'hui avec beaucoup de hauteur. Je me dis juste que c'est dommage. C'est dommage de pas
de pas mettre en valeur tout ce qui enrichit la France et qui peut venir d'ailleurs, et penser seulement que le modèle français est le seul exclusif qu'on peut proposer, et il n'y a que comme ça que les gens peuvent être civilisés et émancipés. Voilà, il faudra être patient. Mais j'ai pas patienté, je me suis tiré. Non, je rigole. Parlons un peu maintenant de quelque chose qui n'existe pas en France, en tout cas qui n'est pas très connu en France, c'est le Lingala. Non, le Lingala. Le Lingala, le Lingala, qui est une langue locale au Congo, le Lingala que tu parles dans ta musique, tu as fait des chansons en Lingala. Ouais. Pour toi, c'est quoi? Est-ce une Me dis question pas que tu connais les paroles. Me dis pas que tu connais les paroles. Non, arrête. Là, arrête tes conneries, mon frère. J'ai une chanson en Lingala, tu me la laisses. Voilà. Oui. Ben, est-ce pour toi une question identitaire ou est-ce la quête de nouveaux marchés, reconnaissance chez les tontons? Ça c'est bien, c'est bien que tu me poses cette question par rapport à ça, parce que tu te rends compte, tout à l'heure je vous ai parlé de tous les complexes qu'on transforme en atouts, mais mine de rien il y en a qui ont la dent dure, et même si moi j'ai toujours parsemé de Lingala un peu à gauche, à droite dans mes albums, il n'y a que, alors que moi je suis bilingue, enfin c'est même pas je suis bilingue, c'est ma langue maternelle, c'est pire que bilingue. Il n'y a qu'en 2018, c'est-à-dire au bout d'un 5e album, que j'ai fait une chanson pleinement en Lingala. Tu vois, comme quoi, malgré tout, il y a des choses qui... Ben, il y a encore des choses, même inconscientes, qui persistent. Et un jour, je me dis, mais pourquoi, au fait, il n'y a pas un truc en Lingala et tout? On me dit, ouais, mais toi, t'inquiète pas, t'en fais des fois en Lingala, vite fait et tout. Je fais, non, mais une chanson entière. Ouais, mais Youss, tu vas pas faire une chanson entière en France, en Lingala quand même. Si. En fait, si. Bien justement, parce que les gens disent que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? On me dit, ouais, mais les gens, ils sont pas à l'aise quand c'est une langue étrangère. J'ai dit, quand ils écoutent Eminem, c'est une langue étrangère ou pas? Donc, si jamais ils peuvent écouter Eminem, ils vont écouter Nyamanayo. Donc, j'ai écrit une chanson tout en Lingala et je le fais sur scène. Et c'est la chanson que je fais pour finir mes concerts, comme si c'était le main event, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, effectivement, là, je reviens encore des Solidays à Paris. C'est la chanson qui fout le plus le feu. Mais qui a dit à la base que parce que c'était en Lingala que les gens ils n'allaient pas être concernés? C'est juste comment l'amour qu'on y met, l'énergie qu'on y met. Et du coup, voilà. Donc, je l'ai fait celle-là, j'en ai fait d'autres. Et plus ça va aller, bien entendu, je vais faire des chansons dans ma langue maternelle. Parce que c'est ma place, c'est aussi la langue que je parle avec ma mère, mes sœurs, mes enfants. C'est la moitié de ma vie quand même, cette langue. Carrément. Tu fais un rap qu'on qualifie de conscient, par opposition au rap dit trash, qui ne se porte pas nécessairement sur les thématiques sociales et qui ne prend pas nécessairement non plus de l'engagement auprès des communautés. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette histoire-là. À ton avis, le rap conscient s'oppose-t-il au rap trash ou les deux se coexistent? Ce sont les deux faces d'une même médaille de la musique urbaine? Pas du tout. Ça s'oppose pas du tout. Alors je sais que les gens, et puis je peux comprendre, hein, je ne reproche pas, mais je sais que les gens, les médias aiment les antagonismes parce que ça fait vibrer plus les cœurs et ça intéresse plus. Mais pour moi, non, il faut de tout pour faire un rap, en fait. Comme un peu on dit, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire un rap. Et moi, j'ai pas l'impression que le fait que dans le même monde, il y ait Youssoupha et Soprano, par exemple, l'un empêche l'autre de vivre. Bien au contraire. Quand j'emmène mon fils au concert de Soprano, ben, ça me fait quand même du bien. Et je suis très très content. Parce qu'il s'amuse et que c'est de son âge et que ça sert à ça aussi. Si je ramène mon fils au concert, je sais pas moi, de Médine, il va un peu plus galérer, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien me dire que dans une société, j'aime bien cet exemple. Dans une société, il y a des moments où on a envie d'aller au restaurant, des moments où on a envie d'aller à l'école, il y a des moments où on a envie d'aller à la bibliothèque, il y a des moments où on a envie d'aller en boîte de nuit. Il y a des moments où on a envie de traîner avec sa copine. Et il y a des moments où on a envie de traîner avec ses potes. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, si quand tu as une copine, elle ne veut pas que tu traînes avec tes potes. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, j'aime bien l'idée que, je sais pas, ici par exemple, quelqu'un m'avait dit une fois, parmi les artistes qui sont appréciés, les artistes francophones, grosso modo, qui sont appréciés à Haïti, en Haïti, il y a toi et il y a Kalash, par exemple. Moi, j'aime beaucoup Kalash. Pourtant, je trouve que moi et Kalash, on ne fait pas la même musique, mais je trouve que c'est plutôt sain que la jeunesse haïtienne aime Kalash et aime Youssoupha. Si jamais elle aime que Kalash, ils vont danser, mais à un moment, ça peut être chiant. Si jamais elle aime que Youssoupha, à un moment, il y aura les textes, mais ça peut être chiant. Mais le fait de pouvoir avoir les deux, mais c'est un plaisir incroyable. Donc, vive un monde où on a Kerry James et PNL, vive le monde où on a Medine et, je sais pas moi, Maître Gims, vive un monde où on a This Is La Peste et Big Fleoli ou je sais pas quoi, ou alors NASA, ou voilà, parce que j'ai besoin d'aller à la bibliothèque et j'ai besoin de danser des fois. Ce soir, par contre, je vais aller danser, ça n'a rien à voir, mais il faut que je sorte un peu là, je suis pas encore sorti depuis que je suis à Port-au-Prince là, je vais y remédier, il faudrait que tu me sortes. Ouais, ouais. C'est quoi le rap, Youssoupha? C'est quoi le rap de Youssoupha? Mon rap à moi? Waouh. C'est un rap de blédard, hein, qu'est-ce que je te dis? Non, c'est un rap qui a pas de règles. Moi, au début, on me disait, oui, il faut que t'aies... On m'a beaucoup reproché ça, surtout sur le début de ma carrière. On disait, ton problème, c'est que tu fais ce que tu veux. Parce que, par exemple, quand je suis ici, il y a plein de gens qui me disent, ouais, t'as vu ce qui est bien, c'est que t'as du rap conscient et tout ça. Là. Je vois ce qu'il veut dire et je vois ce que les gens veulent dire. Et ça me touche. Mais par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, je faisais des chansons comme Anti-Vénus, qui était une chanson d'amour d'un mec qui est juste énervé, trop énervé, qui traite sa meuf de pétasse. Je ne trouve pas ça conscient du tout. Tu vois ce que je veux dire? On se connaît, c'est une chanson de joie. Je ne sais pas si c'est conscient, tu vois. Oui, Blackout ou Pharaon et Fantôme, ouais, c'est militant même. Mais j'aime bien me dire que je ne suis pas attaché à une case, en fait. Pour moi, les cases... c'est bien surtout pour faire des rayons à la FNAC, tu vois. Mais moi, quand je commence à écrire ma chanson, je me dis pas, allez rappeur conscient, envoie... Non. Non, je ne me dis pas ça. La preuve, je produis des artistes qui font des choses beaucoup plus légères et voilà. La négritude, l'identité noire, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est des combats qui me sont propres et je les porte et je les assume. Tout à l'heure, tu disais le rap trash, le rap conscient. Il se trouve que finalement, moi, je trouve des fois le rap conscient, il est plus trash que le rap que tu dis trash, parce qu'au final, les procès, c'est nous qui les mangeons, quoi. C'est Medine qui les mange, c'est moi qui les mange. Pourtant, on est censé être plus sage. Mais quand même, tu vois bien qu'il y a un truc qui pique plus les institutions qu'au-delà. Mais voilà, j'aime ce que je fais. Je veux pouvoir le faire librement, mais je veux pouvoir le faire aussi quand je veux prendre à gauche. Je veux que les gens puissent me suivre à gauche, et si jamais ils ne me suivent pas, tant pis. Quand je vais à droite, je veux que les gens me suivent à droite, et si jamais ils ne me suivent pas, tant pis. Mais je ne vais pas faire ça pour répondre à une case. J'aime autant Polaroid Experience, le morceau, parce que c'est l'un des meilleurs que j'ai fait dans ma vie, mais j'aime autant Par Amour parce que c'est un morceau qui me fait fondre et qui montre que j'ai un cœur d'amoureux, tu vois. On va maintenant appeler nos deux autres invités pour ce soir, deux artistes qui, comme toi, aiment ce qu'ils font. Et comme toi aussi, ils ont de l'engagement. J'appelle Calibre et Jessica Généus. Applaudissez, mesdames et messieurs. Pourquoi est-ce important de prendre de la parole et aussi d'essayer de fédérer des gens autour d'une conception du monde, d'un pays? On commence avec Calibre. Bon, d'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Yous. Un plaisir pour moi d'être là. Bon, déjà, c'est le genre de question à laquelle j'aime pas trop répondre. Et ça revient à pourquoi tu as choisi le rap, pourquoi pas ça, etc. Ce genre de trucs ainsi. Bon, déjà parce que c'est quelque part pour répondre aussi à une question que Yous se pose. En Haïti,
c'est cette similarité qu'on va avoir avec peut-être ta jeunesse à toi au Congo, c'est que on est un peuple qui a vu le jour de la souffrance. L'évolution de notre histoire, c'est dans la souffrance. Ça nous a marqué et du coup, jeune, assez souvent, ça veut dire ici, se rébeller. Assez souvent, ça veut dire se rébeller. Quand le rap a fait son introduction en Haïti dans les années 80, quelque part similaire avec ce qu'on appelait aussi la génération hippie, les premiers jeunes qui étaient quelque part attirés par le rap, c'était surtout pour, genre, on disait souvent, c'est des breakers, vous comprenez? Ben, rapidement, moi, quand j'étais à l'école, à cette époque-là, je sentais que le meilleur moyen pour moi de m'exprimer, ou tout ce que j'avais comme frustration, etc., ou pour dire non, pour me rébeller, je trouvais que le rap me servait d'outil par rapport à ça. Un peu plus tard, j'ai essayé de rationaliser, tout en me disant que le rap c'est pas ce qui va construire mon discours, mais au contraire, ça va me servir de véhicule pour faire passer ce discours que j'ai fini par construire tout en grandissant dans le ghetto. Bon, c'est ma manière à moi de voir la chose. Mais je pense que il faut aussi voir le rap avant tout comme Yous l'a dit, c'est de la musique, c'est de l'amusement, ok? Faut pas surtout le voir comme essentiellement outil ou arme pour se rébeller, machin chouette, mais c'est de la musique, on s'amuse, tout à fait. Jessica? Bonsoir tout le monde et voilà, bienvenue chez nous, Youssoupha. Et je dirais ça dépend de par quelle porte on décide de rentrer dans ce monde artistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide d'explorer. Dans mon cas, j'avais décidé d'explorer ma famille, comme tu disais tout à l'heure, cette question identitaire, cette question de ce qu'on nous lègue, ce que nos parents nous lèguent et ce qu'on nous allons léguer à nos enfants, cette retransmission. Comment est-ce que je la fais? Et pour la faire, déjà, il faut que j'aie une conscience de ce que j'ai en moi, ce que je porte en moi comme être humain. Et je pense que très vite, j'ai compris que le cinéma, ça allait être aussi ça, c'est un espace d'exploration. Parce que, en fait, moi, je vois tout comme un laboratoire, je vois tout comme un espace où tu combines des choses et tu vois ce que ça donne. Des fois, ça explose, des fois, ça te pète à la gueule, des fois, ça pète à la gueule des autres. C'est-à-dire, tu peux pas être tu peux pas grandir si t'es pas constamment en danger, à mon avis. Et pour être en danger, il faut d'abord se mettre en danger. Et donc, dans mon cas, c'était ça mon désir d'exploration. Dans le cinéma, peu importe ce que je fais en fait, peu importe ce que je touche dans le milieu artistique, c'est toujours un désir de me dire comment est-ce que... Et forcément, quand on est dans cette vérité, ça résonne. C'est-à-dire, on n'a même plus besoin d'être dans l'effort de comment je vais toucher l'autre, d'être dans sa vérité forcément. Parce que c'est là aussi où on se rejoint en tant qu'être humain, c'est de trouver cette ligne où, tu vois, qui passe par nous tous, que nous soyons en Haïti ou à Kinshasa, peu importe où on est dans le monde. Donc, dès qu'on creuse dans cette vérité, parce que je me rappelle par exemple quand je présentais mon documentaire, quand j'allais pitcher ou quand je cherchais de l'argent pour faire mon documentaire, à chaque fois on me disait c'est pas universel. Et je disais toujours ça veut dire quoi pour vous c'est pas universel? C'est pas blanc ou c'est pas universel? Parce que forcément quand ils te disent c'est pas universel, ça veut dire qu'ils peuvent pas s'identifier. Quand ils te disent ne pas pouvoir s'identifier, ils parlent de l'apparence physique, ils parlent de ce qu'ils voient. Donc ils se disent, une fille avec un afro comme ça, qui vient d'Haïti, d'une petite île de je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux avoir en commun avec elle? Et encore une fois, c'est là la beauté du défi. Et c'est exactement quand on me dit que c'est pas universel que ça m'intéresse, parce que je me dis, pourquoi je suis bipède, être humain, je fais pipi comme toi, je sais pas moi, pourquoi on peut pas avoir cette ligne qui traverse où on se rejoint et où on peut avoir un discours qui peut avoir la couleur de ma langue, la couleur de ma culture, bien sûr, parce que, voilà, quoi, on fait les choses différemment, on a notre sauce, mais dans cette sauce, on peut quand même trouver cette similarité. Et donc,
Pour moi, ce n'est pas une obligation d'être artiste engagé, ça ne peut pas être une obligation. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons chacun un parcours qui nous emmène à faire des choix. Et je me rappelle aussi qu'on me disait qu'on ne va pas me payer pour faire un film, pour faire une thérapie. C'est-à-dire pour venir explorer mes traumas d'enfance, mes crises identitaires, etc. Pourtant, ça dépend encore de comment on l'explore. Donc, je ne trouve pas qu'en tant qu'artiste, on est obligé. Mais forcément, certaines sociétés nous poussent à ne pas être dans l'aveuglement, nous poussent à ne pas voilà, faire semblant que tout va bien, quoi. Parce que justement, le fait que ça n'aille pas, tu ne peux pas vendre ta musique, tu ne peux pas faire un concert, tu ne peux rien faire aujourd'hui là, dans notre société, on est incapable de faire quoi que ce soit sans te faire arracher. Tu veux faire un simple concert pour t'amuser avec tes amis, tu te fais massacrer parce qu'on se dit, oui, ben, ce n'est pas le contexte, etc. Donc du coup, en tant qu'artiste, tu ne peux pas faire semblant de ne pas voir ça, tu n'es pas dans cette liberté, tu vois, donc forcément ça t'affecte. Donc ouais, c'est ça, c'est mon approche des choses. Yes. Ah non, ce qu'elle a décrit est très juste, c'est-à-dire que c'est cette notion d'universel. Ça me rappelait une phrase de Césaire que j'avais samplée dans un morceau qui disait, au fait, on nous a demandé d'être moins nègre pour être plus universel. En substance, il disait ça. On nous a dit, soyez moins nègre, comme ça vous serez plus universel. Et en fait, c'est tout le contraire. Plus vous serez nègre, plus vous serez universel, parce que quand tu te trouves, ben, en fait, les gens se retrouvent en toi, tu vois ce que je veux dire. Plus c'est juste. C'est pour ça que, par exemple, je vais prendre du coup un cas pratique. Moi, par exemple, je sais qu'en musique, si vous voulez faire une chanson d'amour qui touche le plus grand nombre, donner une chanson d'amour pour une fille qui touche le plus grand nombre, donner à cette chanson d'amour le prénom d'une fille. On va dire, bah, du coup, tu refermes. Si tu l'appelles Laura, tous les gens qui ne s'appellent pas Laura, ils se retrouvent. Bah non, le fait que Laura existe fait exister tout le monde, en fait. Généralement, c'est pour ça que tout le monde, une fille qui peut s'appeler Charlotte ou Bintou, bah, dans une histoire d'amour, si elle est forte, qui s'appelle Laura, bah, en fait, en vrai, on se projette dedans. Et en fait, oui, il faut être soi, il faut s'incarner. Et du coup, je trouve que c'est assez juste ce qui est dit. Et juste aussi une précision que tu disais, et que tu disais aussi, Calibre, c'est pas une bonne chose, c'est même mauvais de penser que les artistes doivent être engagés ou doivent absolument apporter un message, etc. Parce que c'est un piège. Ils doivent apporter ce qu'ils ressentent. Et il ne faut surtout pas se tromper dans la vocation des artistes. Ils doivent faire de l'entertainment. L'entertainment, ça ne veut pas dire forcément qu'on fait twerker le monde entier. L'entertainment, ça peut être dans la mélancolie, la tristesse, la joie et tout. Mais il peut passer par autre chose, par une autre émotion. Et moi, j'ai toujours dit, quand souvent le procès qu'on fait aux rappeurs, oui, mais vous ne pensez pas que les rappeurs éduquent pas les gens ou les jeunes ou les influences et tout. Moi, je pense que les jeunes, avant les rappeurs, ils ont des parents, ils ont des enseignants, ils ont des moniteurs de centres aérés, etc. C'est hyper prétentieux de penser que c'est les rappeurs qui vont décider de leur vie. Je suis un enfant du rap de fou, moi. Entre 1990 et les années 2000, vous me dites n'importe quel album, j'ai tout écouté. Malgré tout, ben, IAM, c'est pas mes parents. Et NTM, c'est pas parce qu'il s'appelait Nick ta mère que je disais ah putain je vais dans non, tu vois, faut pas se confondre comme ça. Les rappeurs ou les artistes ou les cinéastes, ça doit être leur vocation première. Des fois ils font des films personnels, des fois ils font des films pour les gens, des fois ils font des films pour des raisons qu'ils trouveront pendant qu'ils sont en train de les faire. Et il n'y a pas de règles. Et c'est parce que les artistes n'ont pas de règles et qu'ils sont totalement libres qu'ils sont artistes, pour moi. C'est juste que je voulais faire une réaction aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en formulant ta question. Tu as, de façon dichotomique, fait la différence entre trash rap, c'est ça, non? Trash fait référence à Fatra dans le plano, ouais. Bon, en fait, je voulais dire aussi que, en fait, par définition, l'artiste n'a pas la vocation de changer le monde. L'artiste, en fait, présente le monde selon sa perception. Ou assez souvent, on fait cette différence, ici, entre ta musique et celle de Booba, ou ta musique et celle de certains autres rappeurs en France qui
quelque part, pourrait s'identifier avec le trash, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un genre, la fafaille paillette, ou des sujets qui n'inspirent pas trop, ou qui parlent de basket, de jeans, etc., des trucs comme ça. Mais c'est un peu un modèle américain. Mais aux États-Unis, ça a beaucoup de sens. Hein. En fait, certains auteurs appellent ça une sorte de catharsisme. Quand tu entends de la musique, du rap américain, et le mec, il te parle de ses bling-bling, il te parle de ses grosses baskets, etc., ou quelque part pour affirmer une sorte de succès financier, ben, c'est mauvais de penser que ce n'est pas conscient. C'est du catharsisme. C'est une façon à eux de dire que, écoutez, vous m'avez mis à côté, mais cependant, j'ai réussi à le faire. J'ai pété la baraque, malgré vous m'aviez mis à côté, malgré vous m'aviez stigmatisé, en tant que black, en tant qu'enfermé dans ma communauté, etc. C'est-à-dire, il peut y avoir une sorte de message, une sorte de militantisme, en effet, tout à fait derrière ce genre de rap que souvent on essaie d'identifier comme du rap trash ou du rap qui ne parle pas. En fait, il y a ici une sorte de conflit culturel qui pourrait s'interposer. Ok, c'est vrai, on sait que, comme je viens de le dire, Haïti, c'est une société qui est marquée par la souffrance, tant de problèmes sociopolitiques, etc. C'est vrai qu'il y a des trucs... on peut pas, en fait, quand on les entend dans la musique, on dit mais ça correspond pas quelque part à notre réalité à nous, ok? Un mec qui essaie d'affirmer, qui dit qu'il roule un Lamborghini, etc. Mais comme Yous vient de le dire, ici on sait qu'on n'a pas de highway, on a des routes là, qui sont, on peut pas avoir des Lamborghini ici, ok? Ça correspond pas à notre réalité. Oui, c'est vrai, mais n'empêche que le mec, il peut toujours essayer d'affirmer une sorte de catharsis, genre, il s'invente un monde pour pouvoir rendre le monde de certains autres qui décident de l'écouter meilleur, quoi. C'est ce que je pense, moi, du trash rap, quoi, vous l'avez dit. J'aimerais bien aller ailleurs, dans le sens que, aussi par rapport au fait qu'on vienne d'un pays appauvri, par rapport au fait qu'on soit noir, est-ce qu'on est obligé d'être constamment dans la douleur? C'est ce que je me demande aussi. C'est... parce qu'à chaque fois que je me présente vers l'extérieur, et tu le regardes aussi, même à Cannes, par exemple, ou dans les festivals internationaux, quand les films noirs sont présentés, ils s'attendent à ce qu'on leur offre ce spectacle de douleur, de souffrance, et ils sont incapables de nous reconnaître dans autre chose. Moi, j'ai vécu 3 ans à Paris, j'avais un agent, et à chaque fois qu'elle m'envoyait à des castings, c'était toujours pour des rôles de servante dans les hôtels, ou... je sais pas, ils étaient, ou des rôles de banlieusards, alors ça aurait été marrant, j'aurais été pas mal mauvaise, mais le truc, c'est qu'ils étaient incapables de me voir, et c'est pas pour rien que Aïssa Maïga a sorti Noir n'est pas mon métier, ils étaient incapables de me voir comme une femme, que je pouvais avoir de la sensualité, que je pouvais tomber amoureuse, que je pouvais avoir des petits problèmes de rien, comme je sais pas comment aller chercher ma fille à l'école, ou je sais pas moi, les problèmes de caucasiens. Et du coup, ça te mettait dans une catégorie où tu étais forcément caricaturé, et soit tu acceptais cette caricature et que tu jouais le jeu, ou tu ne travaillais pas, en fait. Et je réalise que même nous, des fois, nous le faisons aussi. Mais moi, je suis incapable de me voir en dehors de la douleur la plupart du temps. Et moi, je me retrouve beaucoup plus dans des artistes comme vous qui faites des trucs, mais c'est comme si aussi à un moment donné, ça devient une zone de confort terrible, parce que oui, ça devient une identité. Est-ce que on est condamné à se voir à travers ça, à travers ce prisme? Est-ce que c'est ce que nous... Tu vois ce que je veux dire? Et j'écoutais même une entrevue que tu avais donnée où tu parlais de l'éducation, où ta mère, elle mettait vraiment un point d'honneur sur l'éducation, et beaucoup ici peuvent se reconnaître à ça, parce que nos parents ici aussi mettent un point d'honneur sur le fait qu'il faut finir les études, faut être dans la performance. Et pas dans la performance juste la moyenne, mais dans la performance où va falloir que tu battes tout le monde, en fait. Et va falloir que tu rattrapes. En fait, va falloir que tu es dans un marathon, tu es le dernier de la ligne. En fait, il faut que tu t'en rendes compte toute ta vie. C'est-à-dire, va falloir que tu cours. Si l'autre, il doit courir 5 ans pour y arriver, il va falloir que tu cours 10 ans. Donc, du coup, tu n'as pas le temps d'être juste un être humain. Tu n'as pas le temps d'être juste dans ta vérité. Tu as la sensation de porter le poids
de toute une race à chaque fois que tu te présentes quelque part. C'est-à-dire, un Haïtien aujourd'hui, dans le contexte actuel, il a l'impression d'être un ambassadeur de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bon? Je ne suis pas dans cette idée-là, mais c'est aussi dans, tu vois, c'est aussi dans ce truc de, parce qu'on fait du rap et parce qu'on fait cette musique et parce que les jeunes nous écoutent, il faut qu'on soit constamment, tu vois, qu'on leur meuble l'esprit, mais est-ce que aussi cette libération de l'esprit ne vient pas aussi dans ce détachement par rapport à ce à quoi on nous identifie constamment? Je ne dis pas si c'est vers ça qu'il faut aller ou pas, c'est juste, je trouve que ce serait intéressant de se poser cette question, c'est-à-dire, est-ce que remuer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans cette plaie, ce que je fais aussi dans ce que je crée, en quoi ça libère? Moi, je ne sais pas si je suis plus libérée aujourd'hui ou pas, ou il y a 10 ans, quand je me posais moins ces questions, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression d'être en chute libre constant, donc je sais. Non, on va te rattraper, Mais je vois totalement ce dont tu parles. J'ai commencé, moi, pour ma part, à y répondre en partie, parce qu'effectivement, tous ces complexes-là dont tu parles, il faut rattraper. Même il y a des gens qui me disaient, ouais, mais avec tout ce qui se passe, est-ce que tu vas venir? Il ne va pas avoir peur de se faire agresser. Alors je rassure tout le monde, je n'ai pas touché d'argent sur les scandales pétrocariens. Désolé, j'ai même pas eu même pas de 200 €, ils n'ont pas pensé à moi. Je suis un peu frustré, mais voilà. Mais de toute façon, je trouve toujours, quand les gens ils sortent et ils se mobilisent, je trouve ça toujours sain. Je trouve que c'est la preuve qu'ils sont en vie, qu'ils ont des choses à dire et qu'ils sont mécontents de quand les choses ne leur ressemblent pas. J'aime pas dire oui, c'est un signe de la démocratie, parce que je n'aime pas le mot démocratie, parce que je ne sais pas vraiment de qui il vient. Ça, c'est un autre débat. Mais plutôt au niveau du peuple, je trouve ça plutôt sain qu'il y ait ce genre de mobilisation, même si j'imagine qu'au quotidien, rien ne doit être facile et que les choses ça s'acquiert pas facilement. Et je voudrais juste rajouter, en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que de ce que je sais de la culture haïtienne, mine de rien, c'est un pays où le peuple s'est affirmé et s'est construit dans la lutte. Donc, j'ai pas l'impression que c'est anachronique par rapport à ce pays-là. Mais bon, je veux bien que vous m'en disiez. Mais tu es au bon endroit si tu veux apprendre plus de Petro Caribé Challenge, parce qu'on a deux artistes citoyens, on va pas dire conscients, qui ne sont pas des leaders, parce que je pense qu'ils vont rejeter ce terme, mais qui en tout cas participent à ce mouvement de protestation assez important ici et en Haïti. Peut-être la question, ça serait peut-être pas c'est quoi le mouvement Petro Caribé. Bien sûr, vous aurez l'opportunité de répondre aux questions de Youssoufa. C'est quoi le but du mouvement, en fait, Petro Caribé? C'est quoi la fin? Comment vous voyez la fin? Est-ce que au final, c'est pas la fin qui importe, c'est le processus, c'est le fait que des jeunes, pour une fois, se rebellent, prennent la parole, disent non, disent voilà le modèle de société dont nous voulons, ou est-ce que vous imaginez que ce mouvement va changer des choses et va révolutionner Haïti, en quelque sorte? Il y a plusieurs questions dans ta question, en fait. C'est la dernière. Ouais. En fait, ça va être long. Il est très très chaud. D'abord, je vais répondre. Il y a une partie de ta question que je ne vais pas répondre en tant que Petro Challenger, parce que ça devient un concept assez fragile maintenant. Ok. Et c'est-à-dire, je n'ai pas. Tout comme conscient. Ben. Alors, du coup, je vais répondre en tant que, comme tu l'as dit, calibre, citoyen engagé. Il y a une partie de ta question. Mais avant, pour quelque part renseigner Youss, Petro Caribé Challenge, je pourrais le résumer à, je crois que c'est un de tes punchlines, mais je ne me rappelle pas du titre. C'est un morceau où je crois que tu as samplé, ce docteur qu'on vient de donner le prix Nobel, Mukwege, tout à fait. Quand tu parlais de l'Afrique, un pays si riche avec le plus de pauvres dans le monde, un truc comme ça.
Tout à fait. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, hier ou avant-hier, j'étais en live sur Facebook, je l'ai dit, il y a une sorte de similitude entre l'histoire du Congo et Haïti. Nous sommes deux pays qui, dans nos parcours coloniaux, tristement, on est marqué dans notre chair. On est marqué dans notre chair. Et bon, en fait, je ne vais pas revenir dessus. Mais alors, Petro-Caribé Challenge, c'est un peu ça. C'est ce moment où la jeunesse haïtienne qui, finalement, réussit à trouver le juste leitmotiv pour dire non, il est impossible qu'un pays peut être si beau, qui habite de si beaux gens, soit aussi pauvre. Qu'il y ait des gens qui soient si riches et qu'il y ait autant de gens qui soient si pauvres. Qu'il y ait peu de gens qui soient si riches et autant de gens qui soient si pauvres. C'est ça, Petro-Caribé Challenge. Petro-Caribé Challenge, c'est toute une histoire. Le Venezuela, qui à un certain moment donné, voulait créer une sorte d'économie forte dans la zone, a donné de l'argent sous forme de pétrole à Haïti et quelques autres pays, et que cet argent-là devait servir pour développer le pays, mais de préférence à développer les poches de nos élites. Bon, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Bref, mais maintenant, pour répondre à ta question, ça c'est Calibre maintenant, et je ne dis pas, je ne sais pas, en fait, si, déjà, comme tu l'appelles, ce mouvement de révolution, si ça va prendre les résultats escomptés, parce qu'on a tellement de choses dans la tête. Il y a ceux qui disent, bon, écoute, on pense que ça va déboucher sur ça, ça va déboucher sur ci. Moi, déjà, ma satisfaction, c'est dans le fait qu'il y a ce mouvement de prise de conscience, déjà. Et pour revenir à quelque chose qu'on disait avant, moi, en tant qu'artiste et militant, parce que j'ai les deux chapeaux, c'est peut-être mon choix. Si je dois parler d'engagement, en fait, parce que même l'autre artiste qui, lui, décide de parler dans l'autre sens, vous comprenez, alors qu'il parle peut-être pour ceux qui ont dilapidé les fonds Petro-Caribé, eux aussi, ils sont dans l'engagement. L'engagement peut être anthologique, mais toute position est engagement. Moi, peut-être que je me suis engagé pour changer les donnes, mais lui, peut-être qu'il s'engage pour garder le statu quo, mais c'est quand même de l'engagement. Moi, je le dis par rapport à ce que j'ai comme histoire. Et c'est pourquoi je vous dis que, déjà, je sens le fait que les choses bougent, je sens de la satisfaction. Je sais que ça va mener quelque part. Et comme Yus l'a dit, déjà, les gens prouvent qu'ils sont vivants. Ok? C'est se lever un bon matin et dire, bon, écoute, j'ai de l'espoir. Parce que si les jeunes, aujourd'hui, ils sont conscients qu'il faut se rebeller pour un changement de conditions de vie, etc., ben écoute, là, il y a de l'espoir. Alors, je ne sais pas si Jess, elle pense à un résultat bien particulier. Mais... Non, pas du tout, parce que résultat, déjà, je ne suis pas dans cette dynamique, je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas, donc je ne peux pas anticiper. Il y a trop d'acteurs, c'est-à-dire c'est pas possible d'anticiper les résultats sur quoi que ce soit, je ne suis pas seule dans tout ça, c'est un pays, on est 12 millions, on est dans la Caraïbe, quoi, c'est-à-dire il y a d'autres pays autour, il y a les États-Unis. Enfin, on n'a jamais été dans un contexte où on pouvait se permettre de prendre des décisions pour nous-mêmes, même en tant que peuple. Alors là, encore moins en tant qu'individu, de se dire, bon, moi, je décide que ça va aller, tu vois, et toi, tu le sais, Calibé. Et aussi, moi, il y a deux moments qui ont été très déterminants dans mon choix de m'exprimer publiquement sur cette affaire. La première, c'était juste avant que Gilbert il monte sa pancarte. Je revenais alors Gilbert, c'est celui qui a été le premier à montrer la pancarte où est l'argent de Petro-Caribé sur les réseaux sociaux, et puis ça a fait boule de neige. Je revenais de Carrefour. Carrefour, c'est un peu... banlieue Port-au-Prince. Bon. Et puis, donc, je revenais... OK, je devais organiser une projection de mon film là-bas. J'ai été. On a fait la projection avec des jeunes et tout s'est bien passé. Et il y a eu peut-être, je ne sais pas, 10 minutes de pluie. Je sors, je suis incapable de sortir de cet hôtel pour me rendre chez moi. Et je regarde, je constate les gens, ils sont en train de traverser l'eau d'un point à l'autre. L'eau arrive jusqu'ici, mi-taille. Tout le monde, des gars qui ont des gens sur leur dos. Je ne sais pas, je l'ai vu des milliards de fois dans ma vie. J'ai quand même je viens d'une famille dont notre situation était assez précaire. J'ai vécu tout ça. Mais je ne sais pas, 10 années à voyager, à faire je ne sais pas quoi, à un moment donné, ça...
l'image te manque. Et là, je suis sortie, puis ça m'a... Je me dis, mais c'est quoi cette merde? Ce qui me dérangeait, ce n'était pas l'eau, ce qui me dérangeait, c'était les gens qui acceptaient de traverser, c'est-à-dire qui acceptaient de s'accommoder, puis tout le monde était comme genre, oh, on va y arriver, puis ça rigolait, puis l'autre était sur son dos. Et j'étais dans le constat de me dire, on est en train de s'accommoder à de la merde. Je m'excuse de l'expression, mais pour moi, c'était la chose qui... Ça m'a pété à la figure. Je dis, on est dans une accommodation qui est en train de nous éloigner, mais à un point de notre humanité qui me dépasse. Et j'étais dans l'incapacité physique de supporter ce que ça me faisait comme réaction. Et je me rappelle, je suis montée dans ma voiture, j'ai continué, bien sûr, arrivé sur Grand Rue, Porte-Allée, Hogan, etc. Bref, c'était encore pire. Je suis rentrée chez moi, je suis repartie d'Haïti et j'ai vu ça. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai, merde. Il y a eu de l'argent pour ça. C'est-à-dire, il y a eu de l'argent, même pas généré par nos taxes, on oublie ça. Il y a eu de l'argent qui a été donné. Et non seulement cet argent a été donné, après le tremblement de terre, on a effacé plus de 300 millions de dettes sur cet argent. C'est-à-dire, c'est de l'argent comme ça qui a été donné. Faites ça avec. Et ça n'a pas été fait. Et on est là à s'accommoder alors que les gens qui ont pris cet argent, mais dans une facilité, une simplicité, sont là. En toute impunité. Sont là. Ok. C'est-à-dire, j'ai dit deux choses. Et la deuxième chose, je suis en Guadeloupe. Ça, c'est la deuxième manif du 17 octobre. Je suis en Guadeloupe. Je viens de projeter le film pareil. Et je vais près de la mer, je vais marcher, etc. Puis je marche. Mais la mer, là, on n'a pas pris l'autoroute pendant 2 heures pour aller. Non, non, non. Tu descends là comme ça et puis t'as la mer. C'est propre, les gens sont assis, c'est propre. Et j'arrive, je mets les pieds dans le sable, puis je parle, tu vois, aussi excitée que je le suis maintenant. Là. À un moment donné, j'ai les larmes je dis, mais pourquoi je ne peux pas prendre mon auto et passer à travers ces soleils et aller me mettre comme ça près de la mer? Qu'est-ce qui fait que ce soit impossible? Pourquoi ça l'est? La mer, elle est là, non? On est là et on regarde. Il y a la mer tout autour. Je dis, on est une île, tu vois, enfin une presqu'île, mais c'est pareil, on a quand même beaucoup d'eau, on est entouré d'eau. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi eux, ils peuvent le faire là, pas si loin de nous, et nous ne pouvons pas le faire? Et j'ai eu toutes sortes de questions. Et c'est tout ça. À un moment donné, tu te dis, les gens te disent, mais pourquoi tu t'engages? Je dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin qu'on me convainc sur le fait de le faire, quoi? C'est-à-dire, t'as pas besoin d'être convaincu, tu le vis tous les jours, les raisons qui te poussent à vouloir te questionner sur des choses et à t'engager, à poser des questions. Maintenant, là où ça va m'emmener, j'en sais rien. Mais je vais la poser, cette question. Oui. Oui. Bon, on vient de me faire signe qu'on a... de me faire signe qu'on a un tout petit peu trop rallongé la discussion, qu'on doit clôturer. C'est ta faute, hein, c'est pas de la... Bien sûr, bien sûr. Tout est de ma faute aujourd'hui. La censure est là, la censure. Quel genre de... Voilà, quel genre de presse? On va prendre 3 questions. Oui, que 3 questions, malheureusement. On en prend une, monsieur. 3 questions par personne. Ok. On prend quelqu'un de ce côté, donc on prend monsieur, et il nous faut quelqu'un de ce côté. Il n'y a personne de ce côté? On prend une femme. Désolé. Il faut un micro pour la salle. Il faut un micro peut-être. C'est pour qui? Affirme-toi, présentateur, affirme-toi. Et bonsoir, c'est un plaisir de t'avoir en Haïti, Youssoufa. Bonsoir. Ma question va être par rapport, c'est le rapport au réel dans ton travail. Donc, à travers les 5 albums de Youssoufa, on a l'impression qu'on sait ce par quoi il est passé. Mais il le dit avec une telle dextérité, avec une telle manière de dire qui fait, c'est pas, c'est-à-dire la précision qu'il y a dans la manière de dire ne l'enferme pas, ne fait pas que, parce que si on parle de soi,
au bout de deux morceaux, j'ai dit, ah, ce gars parle de lui, j'ai pas envie d'écouter. Mais il y a une façon de le dire qui fait que je peux m'identifier à ça de là où je suis, à milieu de ça. Donc, on voit tes doutes, tes incertitudes, tes problèmes. On sait quand tu as eu tes nièces et neveux, il n'y avait pas ton fils. On sait maintenant, quand ton fils est là, on voit tout le poids sur. C'est pas par rapport à une barre, c'est par rapport à tout l'album. On voit que mes potes et moi, on s'est écouté les 5 albums d'affilée. On dit, regarde comment le gars, il a grandi, il a mûri. On connaît même ta situation financière. On est dans le premier album où on est dans un morceau, dans une autre vie, tu dis, les potes, on veut donner des villas à nos mères, mais l'argent fait défaut. Et ensuite, on est passé dans négritude quand tu dis ta fille autant que je rappe, il sera millionnaire. C'est dire que on voit que même ta situation a changé. C'est dire, on peut voir tout ça à travers ce que tu dis. Et du coup, je me dis, moi, on se connaît en fait. Et je dis, il y a un truc qui cloche. Même si tu dis dans le dernier qu'on croit qu'on se connaît, mais en fait, on ne se connaît pas. Moi, je maintiens qu'on se connaît. Mais comment tu réussis à traduire tout ça et que moi, je peux m'identifier à ça? Moi, je veux parler d'un morceau. Quand tu dis dans Macadam, les mères, nos mères, on veut leur apporter des thunes, mais on n'a souvent que de belles paroles. C'était ma réalité il y a quelques années. Moi, j'étais étudiant à Port-au-Prince, je suis d'Ego naïf, et quand je vais, je ne peux que dire à ma mère que ça va s'améliorer. Je vois sa souffrance, ce sentiment d'impuissance, eh je l'ai eu dans Macadam. Et tu dis, mais même si tu as ce sentiment d'impuissance, mon gars, l'honneur, personne ne te le donne, mais personne ne peut te le reprendre. Comment tu réussis à parler de toi, mais de façon tellement ouverte, avec une telle dextérité que je peux moi m'identifier à ça? C'est ça ma question. La réponse sera moins brillante que la question. Clairement, je rentre même pas en clash contre toi, t'es trop fort pour moi, clairement. Frérot, t'as gagné. Là, tu me fais réaliser un truc que même moi-même je réalise pas. C'est-à-dire que quand j'écris Macadam, à ce moment-là, je ne sais pas qu'il y aura un 5e album où je parlerai, ou alors un 3e album où je parlerai de la naissance de mon fils, parce que dans les premiers albums, dans une autre vie, ou dans le 2e album, quand je parle dans le message, j'aspire, je fantasme à d'avoir des enfants, je m'interroge si c'est une fille, je m'interroge si c'est un garçon, et puis un album arrive et j'apprends aux gens que j'ai un enfant, et puis un 5e album arrive, je leur apprends que j'ai une petite fille. Tout ça, je ne l'avais pas prévu. En fait, c'est ça qui fait que justement la vie, nos parcours, c'est la meilleure des séquences, c'est la meilleure des séries, c'est la meilleure des fictions de chez Netflix, tu vois ce que je veux dire. Et on essaie de le porter. Moi, les gens qui me suivent, comme toi, me rappellent ça. Parce que souvent, quand j'écris des chansons, je ne sais pas si vous êtes comme ça dans votre art, vous. Moi, je me retourne pas sur mes œuvres. Parce que des fois, elles sont impudiques. Tu vois, des fois, je me dis, waouh, j'en ai trop dit sur moi. Oh, j'ai honte. Oh là là. Tu vois, on me demande des fois, mais la fille dont tu parles dans Tout l'amour du monde, c'est qui? Ou alors elle. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Je suis un ouf, moi. Mais voilà. Mais cette authenticité-là, c'est parce que j'ai choisi comme nom d'artiste Youssoupha, que c'est vraiment mon vrai prénom et que j'y mets vraiment ma vie. Et qu'effectivement, quand à un moment je suis en chien dans la vie, je le dis que je suis en chien. Et quand ça va mieux, je m'interroge sur les moyens, comment est-ce que je vais en faire. Et que quand on me rend mon contrat, je dis on m'a rendu mon contrat et que je suis en galère. Et que quand à un moment je remonte ma maison de disques et que ça marche, je dis je suis devenu producteur, je produis tel artiste, etc. C'est ma manière à moi de partager mon parcours. Sauf que tu le décris beaucoup mieux que moi. Sauf que si je dois écrire une biographie, je vais t'appeler toi. Et tout à l'heure, j'étais en train de rebondir sur... J'espère que ma vie inspire les gens et que surtout, ils vont s'appuyer sur ça pour pouvoir me dépasser. Alors, je ne sais pas quelles sont les bonnes paroles que tu as gardées pour ta maman ou pour tes proches, mais je pense que bientôt, ça ne sera pas des belles paroles, ça sera des faits et que tu vas me dépasser de loin. C'est tout ce que je te souhaite. Bonsoir tout le monde, bonsoir Youssoupha. Bonsoir jeune fille. C'est plutôt une madame, pas si jeune oui, que ça. Non. C'est mon côté congolais, tu vois. Oui, d'accord, je l'avais compris. Je suis contente de te rencontrer et je dois dire que je ne te connaissais pas du tout.
Oui. Et j'ai un super pote à moi qui est juste là avec le t-shirt mauve. C'est le groupe karaoké ou Non, c'est non. Il y en a un autre là, il est un petit peu plus discret, mais je suis sûre qu'il connaît aussi bien tes textes, même les rythmes, tout ça. C'est lui qui m'a permis de découvrir ta musique. Et quand le dernier album est sorti, j'ai écouté en boucle, je me suis même endormie, je me suis réveillée avec, c'était... Nous avons dormi ensemble. C'est ça que tu es en train oui. de dire. Je dirais que c'est un peu ça. J'ai oublié, mais... Et comme Johnny l'a dit tout à l'heure, il s'est retrouvé dans tes musiques. Moi, je me suis retrouvée peut-être dans avoir de l'argent, un majeur en l'air pour nos ex-patrons. Ça m'a tellement parlé, je ne sais plus combien de fois j'ai écouté cette musique. Mais ce qui me parle surtout, chez toi en tant qu'artiste, c'est l'affirmation de ta foi. Tu es très croyant, tu l'assumes, tu le dis tout le temps, et c'est pas toujours évident pour les artistes de se présenter comme ça, soit c'est caché ou bien on l'apprend par la presse, etc. Et ça me parle beaucoup. Donc je voulais savoir d'où est-ce que ça sort. Est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que c'est construit par rapport à ton parcours? J'ai l'impression que qu'on soit de foi protestante ou de foi musulmane, ou quand tu parles du bon Dieu, quand tu remercies le ciel, on se retrouve dans ce que tu dis. Donc j'aimerais savoir cette conviction, cette foi, d'où est-ce qu'elle sort? Merci pour ta question. Sache que déjà que quand je parle de foi et que je me raccroche à ça, c'est une foi qui dépasse le cadre religieux par ma famille, parce que ma mère elle est sénégalaise, on est une famille musulmane, mais une grande partie de ma famille, comme on est congolais, est chrétienne aussi, et puis voilà, il y a des athées, bref. Mais la foi dont je parle, elle est plus grande que juste la considération religieuse. Et moi, j'ai toujours été très croyant, mais à un moment, c'est devenu un peu plus fort parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où, justement, je prenais trop en compte les considérations des gens, leur jugement. J'ai mis inconsciemment les gens au-dessus de ce que j'imaginais, ce que, peu importe comment tu l'appelles, Dieu, ton créateur, ta référence, peu importe comment tu l'appelles. En tout cas, j'ai mis les gens à des places qui n'étaient pas les leurs, en fait. Et du coup, voilà, je me suis... Est-ce que je les ai élevés ou est-ce que je me suis rabaissé? Je ne sais pas. Et il se trouve que du coup, il y a un moment, ça a été compliqué et j'ai perdu ça. Et je me rappelle d'un épisode assez marquant de mon parcours musical, mais, dont j'ai parlé des fois, mais pas souvent. C'était quand j'écrivais, quand j'ai perdu ma maison de disques, quand les choses n'allaient pas et j'ai découvert de monter mon label. On a créé Boma et Musique, j'ai sorti Noir Désir en indépendant, et en fait on faisait cet album-là sans argent, qu'avec des idées, parce que quand tu connais l'expression, quand tu n'as pas de pétrole, il faut avoir des idées, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Donc du coup j'ai mis un peu plus que mon cœur dedans, et du coup c'était coûteux, mais c'était passionnant. Et je me rappelle, il y a un jour où j'ai écrit les disques de mon père, et je me souviens m'être dit que c'était peut-être le meilleur titre que j'avais écrit dans ma vie, et parce que j'étais très heureux ce jour-là, et on était très content de le partager avec mon compositeur. Et je me souviens d'avoir ressenti une espèce de plénitude où je me suis dit, Yous, tu t'es beaucoup inquiété sur ce que tu ferais quand les gens sponsoriseraient plus tes albums ou que tu serais livré à toi-même. Regarde aujourd'hui, l'album n'est pas sorti, peu importe sa vie, mais tu as l'air très émancipé et tu as l'air très heureux. Est-ce que c'est pas ça le mieux? Et est-ce qu'à un moment, c'était pas une erreur de t'être rabaissé au lieu de te tourner vers celui en lequel tu as toujours cru, tu as rabaissé ça pour te soumettre au jugement des gens, au lieu de te soumettre au jugement du Très-Haut. Et du coup, je me rappelle ce jour-là, je suis rentré après les disques de mon père, j'ai commencé à écrire, j'ai décidé que mon album s'appellerait Noir Désir. J'ai décidé de faire une intro qui s'appelle L'amour. J'ai eu la musique, j'ai écrit, et d'une manière pareille, je ne pourrais pas vous l'expliquer de manière physique, spirituelle, j'ai écrit les premiers mots de ce disque-là. J'ai écrit « Nouvel album, de l'amour dans les yeux, je ne peux pas craindre les hommes, ils pourraient se croire comparables à Dieu ». Et je me rappelle, vous étiez avec moi ce jour-là, hein, je me rappelle. Et je me rappelle que ce jour-là, ne me demande pas pourquoi, j'ai écrit ça. Et pendant un quart d'heure, je suis dans une pièce, j'étais au Luxembourg, dans un hôtel.
Et je me mets à pleurer. Et en fait, je ne me mets pas à pleurer parce que ce qui arrive est triste. En fait, je me mets à pleurer parce que je m'en voulais de ne pas avoir cru en moi dans toutes ces séquences-là. De ne pas avoir cru en moi. Croire en Dieu, c'est croire en soi, en fait. C'est ça. C'est pas croire en Dieu pour se soumettre ou pour être petit. Croire en Dieu, c'est croire en soi. C'est surtout ne pas avoir peur des autres et avoir confiance en soi. Désolé pour la longueur des réponses, mais vous m'inspirez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonsoir tout le monde, bonsoir Youssoufa. Bonsoir jeune homme. En fait, j'ai commencé à écouter les musiques de Youssoufa, ça fait très longtemps, et la musique que je préfère, et je peux dire que la musique qui, à chaque fois que j'écoute cette musique, je me sens dans la peau de Youssoufa quelque part. Et quand c'est mourir 1000 fois, et quand vous dites... quand on perd un être cher, on perd une partie de notre propre vie. Et... Ils sont incollables, c'est incroyable. Non, mais ce qui se passe là est incroyable, on est d'accord. Non mais les gens, ceux qui arrivent, ils pensent qu'on est une secte, hein, ceux qui viennent d'arriver. Ils pensent que, ouh là 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 là, ça c'est un cercle évangéliste, ça. Voilà, il y en a qui sont arrivés, ils sont repartis, les pauvres. Pardon, le cercle... Yeah. Ouais, mourir 1000 fois, donc tu me dis. Mourir 1000 fois, oui, c'est ma musique préférée et tout ça. Mais ma question concerne Noir Désir. C'est quand vous dites récupérez vos Voltaire et vos Guevara. Mon histoire est écrite par... François, pourquoi merci. Tu me demandes à moi? Demande-leur directement à eux. Quelle perte de temps. Il connaît tout. Donc c'est ça. En fait, j'ai pu comprendre pour Voltaire... J'ai essayé de comprendre, mais je me demandais quelque part, pourquoi Guevara? En fait, c'est les figures de révolutionnaires ou les figures de libérateurs que je connais, que j'ai appris dans mon éducation. Ben, j'ai rien contre Che Guevara. Bon, j'ai plutôt quelques griefs quand même contre Voltaire. Ouais, 2-3, Victor Hugo et toute la clique. Mais disons que voilà, les éclairés et les révolutionnaires, en gros, ceux qui ont changé la civilisation et qui ont permis de faire en sorte que les peuples soient libérés et vivent mieux, c'est une manière juste, parce que le morceau s'appelle Blackout, comme son titre l'indique, c'est les Noirs en dehors. Et au fait, je suis juste un peu triste que c'est que des figures qui sont des figures blanches, ou alors que j'ai l'impression que dans mon histoire à moi aussi, on a des gens dans lesquels je peux me reconnaître qui sont aussi des libérateurs ou des gens éclairés et qui ont libéré ou éclairé l'histoire, mon histoire personnelle ou celle de mon peuple, etc. C'est une manière de dire ça en fait. C'est Blackout, c'est une manière de dire voilà, vous mettez le projecteur sur certains héros intellectuels, sur certains héros éclairés, sur certains héros révolutionnaires, mais ça se fait au détriment de certains autres. Voilà. Frantz Fanon m'inspire, Lumumba m'inspire, Dessalines peut m'inspirer, d'autres aussi. J'aurais bien aimé en apprendre plus sur eux, que passer mon bac sur Victor Hugo, etc. Bon, désolé pour tout le mal que je vous fais ce soir, mais parce qu'il doit rentrer et retrouver sa femme surtout. Malheureusement, on doit clôturer. Je vous aime tellement que je vais vous demander de vous applaudir. Vous avez posé de très belles questions, vous vous êtes déplacés. Mais encore plus chaud, je vais vous demander d'applaudir Youssoufa, Jessica Généus et Calibre qui ont été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée. Nos amis seront là. La team karaoké. Vous pourrez échanger avec eux. Voilà. J'annonce officiellement, ce seront mes doublures voix. Ma tournée dure depuis beaucoup trop longtemps. Il me reste environ une 50aine de dates jusqu'à décembre. Finissez les gars, moi je suis fatigué. Merci beaucoup.